Salut les épicurieuses et les épicurieux. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me colle à la peau, le miel. Mais attention, il y a miel et miel. Il y a le vrai miel, comme le miel de thym, de châtaignier, d'acacia, de tilleul, de luzerne, et le faux miel. Mais pas de panique, je vous donne toutes les clés pour bien faire la différence et profiter du bon miel de nos apiculteurs et de ses vertus. On va même aller à la rencontre d'un producteur pour découvrir son travail. Mais auparavant, on va butiner dans l'atelier. On l'appelle parfois le nectar des dieux. Mais il n'y a pas que les dieux qui aiment le miel, moi aussi. Et vous aussi, vous en raffolez. Chaque année, les Français en consomment 40 000 tonnes. Et la production française explose, plus 47% entre 2019 et 2020. Il faut dire que le miel est réputé pour ses propriétés antiseptiques, antibactériennes et antivirales. Tiens, à ce propos, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à la consulter, le lien se trouve ici. Je le disais, les Français aiment le miel à tel point que la demande dépasse l'offre. En moyenne, on ne récolte en France que 20% du miel que nous consommons. Alors pour répondre à la demande, eh bien, on en importe d'Espagne, d'Ukraine, d'Asie ou encore d'Amérique du Sud. Mais produire du miel de qualité, ça ne s'improvise pas. C'est tout un art, une technique, un savoir-faire et forcément, ça coûte cher. Du coup, certains n'hésitent pas à frauder, à couper leur miel, comme on dit, avec du sirop de sucre par exemple, mais ça, c'est du faux miel. J'ai les abeilles là. Je te comprends, moi aussi. On appelle ça une adultération. C'est interdit par la loi. En Europe, la règle est très claire. Le miel doit être issu de la ruche sans ajout ou retrait de quoi que ce soit. Or, selon une étude européenne, 30% du miel vendu n'est pas conforme aux normes. Avec la truffe, le café, l'huile d'olive, c'est même l'un des produits alimentaires les plus contrefaits au monde. Alors pour que vous sachiez bien de quoi il retourne quand on parle de vrai miel, eh bien je vous propose d'aller faire un tour chez un apiculteur pour découvrir comment on le produit. On part tout de suite en Anjou, au bord d'une petite rivière, la Moine. Oh le pot! Tiens d'ailleurs, n'oublie pas de m'en rapporter un. Évidemment, tu sais très bien que jamais je ne t'oublie. Allez, c'est parti! Nous sommes au moulin de Beau-Rivage, pas très loin de la ville de Cholet. Ici, on produit du miel depuis plus d'un siècle grâce aux abeilles. Seulement voilà, ce précieux insecte est aujourd'hui en danger. Depuis une quarantaine d'années, la population d'abeilles en Europe a diminué d'un tiers. Plusieurs facteurs sont en cause. L'utilisation de certains pesticides, des parasites comme le varroa, il s'agit d'un acarien qui se fixe sur les abeilles, le frelon asiatique, et aussi le manque de nourriture pour les abeilles à cause des monocultures et également de la raréfaction des bandes fleuries en certaines saisons autour des champs. C'est en fait la combinaison de plusieurs de ces facteurs qui affaiblit les colonies. Du coup, en 2021, moins de 10 000 tonnes de miel ont été récoltées en France. Jamais les chiffres n'avaient été aussi bas. Les abeilles jouent pourtant un rôle essentiel dans notre écosystème et notre alimentation. Elles sont indispensables à l'agriculture. Sans abeilles, une bonne partie des plantes à fleurs ne peuvent pas se reproduire. Et sans ces plantes à fleurs, on peut dire adieu à beaucoup de nos fruits et légumes. Allez, assez parlé, allons récolter du miel. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Jérôme, Bonjour. Apiculteur. Alors Jérôme, on est au début du printemps, il y a beaucoup de fleurs autour de nous et on le voit, les abeilles ont commencé à sortir. Il y en a qui reviennent, chargées de pollen d'écnar, d'autres qui repartent. L'activité a commencé. Exactement, les abeilles vont commencer à sortir, à aller chercher du pollen et du nectar pour refaire les provisions pour l'hiver prochain. Alors une ruche comme celle-ci peut produire quelle quantité de miel? Tout dépend de la météo en fait, de la force de la colonie, de la météo, s'il y a vraiment du beau temps en même temps que les fleurs. Mais une colonie
peut faire de 15 kg par an à 100, 120 kg, 150 kg. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait ces abeilles pendant l'hiver? Donc elles sont restées à l'intérieur de la ruche. La reine elle a arrêté de pondre fin novembre, début décembre. Elles ont consommé le miel qu'elles auront ramassé pendant la belle saison. Et du coup là elles vont attendre que le printemps arrive. Et dès qu'il y aura les premiers pollens, la reine va recommencer à pondre. Et c'est reparti pour une nouvelle saison pour faire des nouveaux stocks. Voilà, elles sont 20-25 000 en hiver. En été, la population d'une ruche? Ça peut monter jusqu'à 60 000. Voilà, donc elles vont refabriquer du miel pour leur propre consommation et puis elles vont en fabriquer un peu plus. Exactement, oui. Comme il y a vraiment beaucoup de personnel à l'intérieur de la ruche pendant la belle saison, il y a beaucoup d'ouvrières. Oui. Et quand la ruche sera pleine de pollen et de nectar, et le surplus de miel, elles vont le monter dans la hausse. Et nous, on va récupérer ce surplus de miel. On ne prendra jamais de miel à l'intérieur de la ruche, c'est leur nourriture pour l'hiver prochain. Est-ce que nous prenons des risques à s'approcher d'une ruche comme nous le faisons là? Oui, il y a quelques petites précautions à prendre. Vaut mieux éviter de passer devant et de venir les déranger. En revanche, dans la nature, si on voit une abeille sur une fleur en train de butiner, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque, elle est là pour ramener de la nourriture dans la ruche. Alors là, c'est très beau aussi parce qu'on voit les abeilles qui arrivent chargées de pollen, les autres qui repartent, faire leurs courses. On ne va pas les suivre parce qu'elles vont très vite et puis elles prennent des raccourcis qu'on ne peut pas emprunter. Et comme je sais un peu ce qu'elles font derrière notre dos, comment elles vont récolter le pollen et le nectar, eh bien on va aller dans l'atelier pour voir comment elles travaillent. Et puis je vais vous laisser préparer l'enfumoir parce qu'ensuite on va aller jeter un œil sur ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Une fois à l'extérieur, les abeilles se dirigent vers les plantes mellifères, les plantes sur lesquelles elles vont trouver le pollen et le nectar. Ce précieux liquide est logé à la base de la fleur. Les abeilles se glissent entre les pétales, puis l'aspirent et le stockent dans leur jabot, une petite poche qui se trouve à l'extrémité de l'œsophage. Parallèlement, elles font des provisions de pollen, les fameuses petites pelotes jaunes qu'elles transportent sous leurs pattes. Puis, elles vont visiter une autre fleur, et c'est durant ces visites qu'elles déposent involontairement les grains de pollen provenant des étamines d'une fleur sur le pistil d'une autre et qu'elles participent activement à la pollinisation des plantes. Quand les soutes sont pleines, après avoir visité plusieurs dizaines de fleurs, elles rentrent à la ruche. Là, elles régurgitent le nectar qui, au passage, a déjà commencé à se transformer dans le jabot. Mais attention, elles ne le transvasent pas directement dans les alvéoles, mais dans le jabot d'autres abeilles plus jeunes, les nourrices, qui vont à leur tour le régurgiter dans le jabot d'une autre abeille. On appelle cet échange la trophalaxie. Oui, je sais, c'est un peu perturbant de savoir que le miel que l'on consomme est d'abord passé de bouche en bouche. Cela dit, cette étape est indispensable car c'est au contact d'enzymes présentes dans l'appareil digestif des abeilles que le nectar devient du miel. Puis, ce nectar est déposé dans les alvéoles. Une autre catégorie d'abeilles prend ensuite le relais. Elles battent des ailes au-dessus de ces alvéoles. Le courant d'air permet de déshydrater le miel. Une fois la bonne densité atteinte, d'autres ferment les alvéoles à l'aide d'un opercule de cire qu'elles fabriquent elles-mêmes. Et si on allait vérifier tout ça? Allez, c'est reparti. Bon alors cette fois je me suis équipé parce qu'on va vraiment les déranger. Qu'est-ce que vous avez mis dans l'enfumoir? Alors nous, pour allumer l'enfumoir, on va utiliser des copeaux de bois et on va utiliser aussi des granulés de luzerne pour que l'enfumoir dure plus longtemps. Ok, ce ne sont que des végétaux. Exactement. Voilà, il n'y a aucun produit chimique là-dedans. Rien du tout. C'est pas le genre de la maison, mais on va quand même vous enfumer. Alors là, on va prévenir les abeilles qu'il va se passer quelque chose. Alors, en fait, on va couper la communication à l'intérieur de la ruche. Du coup, là, on simule un incendie. Et comme elles sont un petit peu en panique, elles vont se gaver de miel et elles vont être toutes douces pour ouvrir la ruche. Quand on dit qu'elles coupent la communication, c'est qu'elles communiquent à partir de phéromones. Et donc, cette fumée empêche la diffusion des phéromones. Exactement, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. En fait, ça ne les endort pas, comme on dit. Non. Voilà. Et là, on arrive sur ce qu'on appelle la hausse. C'est la partie de la ruche qui est exploitée. Oui, là, on va venir stocker le surplus de miel, en fait. Donc, on va aller voir en dessous. Oh là là!
Ah bah voilà. Ah, c'est merveilleux. Vous avez la reine là? Oui, ça y est. On voit qu'elle est un peu plus grosse que les autres, surtout un peu plus longue. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps, la reine là? Là, en fait, elle va chercher un peu partout où elle peut aller pondre. Et en même temps qu'elle se balade comme ça sur le cadre, elle va déposer ses phéromones pour indiquer à ses filles qu'elle est bien là, que tout va bien dans la ruche. D'accord. Donc on voit une partie un peu plus brune ici, c'est ce qu'on appelle le couvain. Voilà, exactement. La reine est venue pondre dans toutes ses alvéoles, a déposé un œuf dans chaque alvéole. Et ça va devenir une abeille, une ouvrière, 21 jours plus tard. D'accord. Et donc sur chaque cadre, une partie est réservée au couvain et une autre à la nourriture. C'est-à-dire que là où c'est un peu plus jaune, un peu plus clair, c'est soit du pollen, soit du miel. Là, on peut voir tout le pollen et dans les coins et sur le haut, on va retrouver les réserves de miel. Donc par-dessus, je mets une petite grille à reine. Oui. En fait, ça va empêcher la reine de venir pondre dans le vol. D'accord. Comme dans cette partie-là, on veut que du miel. Ouais. Donc la reine est concentrée, elle, dans la ruche. Voilà. Et donc voilà la fameuse hausse. Ah oui, on voit qu'il y a du miel. On va le récupérer et on va l'emmener à la miellerie, à l'atelier d'extraction pour en extraire le miel. Et nous voici dans la miellerie, l'endroit où l'on va extraire le miel des cadres. Alors Jérôme, la première des choses à faire pour récupérer le miel, pour l'extraire, c'est de retirer ces petits opercules là. Voilà, pour extraire le miel, il faut absolument enlever l'opercule, hein, sinon il n'y a rien qui va sortir. Et dès que je vais l'enlever, l'opercule va tomber et alors vous le miel... c'est quoi? C'est une drôle d'arme ça? Voilà, c'est un petit couteau chauffant pour que ça soit plus facile à enlever l'opercule. D'accord. Et oui, la chaleur fait fondre la cire. Voilà. Dès que j'enlève la cire, le miel va commencer à couler. On va voir toutes les alvéoles qui sont remplies en dessous. Après, on n'a plus qu'à mettre le cadre dans l'extracteur. Et maintenant, c'est avec la force centrifuge que le miel il va être projeté contre la paroi. Oui, on parle d'extracteur, mais c'est une centrifugeuse et comme on dit dans le jargon, ça tourne. On voit les parois de la centrifugeuse qui sont constellées là, de gouttes de miel qui s'étalent parce qu'effectivement, sous l'effet de la force centrifuge, le miel liquide est projeté le long de la paroi et ensuite, eh bien, il va s'écouler. Regardez ce beau miel qui s'accumule là sur les parois. Donc voilà, on voit que la plupart du miel est sorti des alvéoles. Ah oui, c'est vide. Et qu'est-ce qu'on fait là du miel qui se trouve au fond de l'extracteur? Donc là, on va ouvrir la vanne. Et c'est parti. Waouh, que c'est beau. Il est prêt à être consommé? À peine. Là, parce que pendant l'extraction, il y a des petits morceaux de cire qui vont partir un petit peu avec. Là, le miel, on va laisser couler, laisser décanter toute la nuit pour que la cire remonte bien à la surface. Et demain matin, on n'a plus qu'à enlever la cire à la surface pour pouvoir le mettre en pot. On n'a plus qu'à le filtrer une dernière fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux de cire. Et il est prêt à être consommé. Et ça, c'est du vrai miel. Oh, j'ai envie de goûter moi aussi. T'inquiète pas. Je t'en ramène. Oui, mais alors, si on ne s'approvisionne pas directement chez le producteur, comment savoir si c'est un vrai ou un faux miel? C'est très difficile. Pour cela, il faut des machines sophistiquées qu'on ne trouve qu'en laboratoire. Alors bien sûr, il y a des contrôles inopinés, mais on ne peut pas vérifier tous les pots qui arrivent sur le marché. Alors comment faire? Retour à l'atelier, je vais vous donner quelques astuces. Merci Jérôme. Au revoir. À bientôt. Merci. Il existe plusieurs astuces pour s'approcher du vrai. D'abord, le prix. On l'a vu, pour produire du miel, il faut des abeilles, des machines, un savoir-faire. Tout cela a un coût et donc un prix. Je vous donne une fourchette. Une fourchette? Avec une cuillère? C'est plus facile quand même. Mais non, une fourchette de prix du miel à 5 € le kilo, c'est louche. Attention, hein, j'ai bien dit 5 € le kilogramme, pas le pot. Pour un vrai miel, il faut plutôt compter dans les 10-15 € le kilogramme. Ensuite, regardez bien les étiquettes. La provenance d'un miel est une information capitale. Dans quel pays a-t-il été récolté? À partir de quelle fleur? Attention, ce n'est pas parce qu'il vient de l'étranger qu'il est mauvais. Mais dans ce cas, je vous conseille de choisir un miel qui a une provenance unique et clairement identifiée. D'ailleurs, certains miels ne peuvent venir que de l'étranger, car les fleurs dont ils sont issus ne poussent pas sur notre territoire. En fait,
il faut se méfier des mentions trop vagues comme « assemblage de miel issu de l'Union européenne et hors Union européenne ». Les fleurs dont le miel est issu doivent également être mentionnées. Plus il y a d'informations précises, plus le produit est traçable, plus vous pouvez remonter à sa source. Tenez par exemple, miel de châtaignier du Périgord. On connaît la fleur et la région d'où il vient. Récolté et extrait à froid par l'apiculteur, on sait également comment il a été récolté. Un détail peut vous alerter sur l'authenticité du miel. Si l'étiquette précise « à conserver au réfrigérateur après ouverture », ce n'est pas bon signe. Le miel est imputrescible, il ne pourrit pas, ne se détériore pas s'il est correctement fermé. Pas besoin de le conserver au réfrigérateur. Dernier petit conseil pratique, le vrai miel contient très peu d'humidité. On l'a vu, les abeilles font tout pour l'en débarrasser. Donc, si vous avez un doute sur votre achat, faites ce petit test. Étalez le miel sur une tartine ou sur un sopalin. S'il reste en surface et n'imbibe pas le support, c'est plutôt bon signe. Le problème, c'est que vous ne pouvez faire cette expérience qu'après l'avoir acheté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ne pas en perdre une miette, ou plutôt une goutte, abonnez-vous à la chaîne, c'est juste en dessous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt les épicurieuses et les épicurieux, et régalez-vous.